Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Samuel Baudry. Comment ça va? Ça va toi? Merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours le fun de pouvoir rejaser avec toi, puis of course de pouvoir se faire un beau petit podcast ensemble aujourd'hui. Ben oui. Fait que, tu sais, Sam, comme on a discuté rapidement, là, ce que j'aime vraiment aujourd'hui, c'est l'épisode d'entrepreneuriat, de comprendre aussi l'envers de la médaille. Tu un gars qui est quand même très présent sur les réseaux, mais souvent, ce qu'on voit pas ou ce que les gens. Je pense que tu un gars qui est à l'aise aussi de montrer le hardship, Ouais. mais ça, on va en discuter en cours de route. Mais avant tout, pour les gens, pour X raisons, c'est qui Samuel Baudry? Ça part de où? Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde entrepreneurial? Fait que j'ai 31 ans, je suis rendu, la trentaine est enfin arrivée de mon côté. Je suis en affaires depuis que j'ai peut-être 19-20 ans, je te dirais. J'ai été dans plusieurs différents domaines, fitness, dropshipping, service. Là, je suis dans le domaine des boissons énergisantes avec MindBlue Energy depuis quelques années aussi. Fait que de mon côté, je pense que je suis quelqu'un qui a toujours été très axé sur les réseaux sociaux, très dans l'espèce d'authenticité, de montrer the good, the bad, the ugly le plus possible dans les vidéos aussi. Comme j'aime ça, juste être moi-même autant en vidéo que je le suis aussi dans la vraie vie de tous les jours. Je suis papa de 2 enfants. J'ai un parcours assez atypique. Tu me connais un peu avec mon passage en prison étant plus jeune aussi. Fait que j'essaie juste d'être moi-même dans ce que je fais au quotidien, mais la création de contenu, les vidéos ont toujours été pour moi quelque chose d'excessivement important dans tout ce que je fais. Donc, autant dans mon plaisir quotidien que dans veux pas mes stratégies marketing pour les business aussi. Puis à travers tout ça, ben, c'est vraiment de mettre de l'avant mon storytelling, de me montrer qui que je suis aussi. Fait que je me rattache à mes entités, à mes business, mais la création de contenu est à la base d'un loisir que j'ai transformé en marketing. Fait que c'est un peu qui que je suis. Je me vois comme étant comme un créateur, oui, de richesse, d'opportunités à travers mes business, mais surtout un créateur de contenu parce que j'aime énormément parler. J'ai quand même une grande gueule dans la vie de tous les jours, mais j'apprécie beaucoup le médium qui est le vidéo puis le podcasting. Ouais, je pense que c'était un très bel exemple aussi, puis tu fais ça depuis très longtemps. Puis tu sais, ce que j'aimerais s'attarder comme en cours de route un peu, c'est qu'est-ce qui t'amène dans le monde entrepreneurial? Tu sais, au début, ça a été un petit peu le fitness. Là, tu es Ouais. quand même dans des compagnies similaires, mais vous avez quand même réussi à percer quelque chose qui était pas niché du tout au Canada. Mais Ouais. initialement, c'est qu'est-ce qui te dit, au lieu d'être salarié, moi, je veux m'arranger avec mes affaires, c'est moi qui va générer mon argent. Depuis que je suis jeune, je pense que j'ai toujours été quelqu'un quand même d'intéressé par l'argent. Je viens pas d'un univers rempli d'argent. Mes parents étaient, ma mère était gardienne de prison, mon père était en foyer d'accueil pour les jeunes délinquants. Fait que je veux dire, on n'a pas vécu au-dessus de nos moyens, mais on a très bien vécu quand même. J'ai plusieurs frères et sœurs, j'ai 4 frères et sœurs, donc très grosse famille. Fait que de mon côté, je pense juste que j'avais ça peut-être en moi. Tu sais, on le dit souvent, l'entrepreneur, souvent c'est quelque chose d'inné. Il y a des qualités qui se travaillent avec avec les années, mais il y a quelque chose des fois chez les entrepreneurs qu'on a qui vient carrément de la naissance, je te dirais. Puis de mon côté, j'étais toujours intéressé par diriger quelque chose. J'avais de la difficulté avec les professeurs qui me disaient quoi faire, avec la TES qui me disait quoi faire. Puis je dis pas que j'étais un enfant à problème, au contraire, mais j'avais de la difficulté avec OK, on va faire telle page, nanana, dans le livre. Moi, j'étais toujours 15 pages plus loin parce que j'aimais être indépendant puis faire les choses moi-même. Fait que dès que j'ai terminé le secondaire, j'ai été en comptabilité gestion. Je te dirais, c'est le seul truc qui m'intéressait dans les études un peu plus poussées que le secondaire. C'était comptabilité gestion pour faire de la gestion. De quoi, j'avais aucune idée. Mais de là est apparu un peu mon côté extrémiste de la vie qui a été, bon, à ce moment-là, les parties. Fait que beaucoup d'alcool, beaucoup de substances illicites qui m'ont fait malheureusement vraiment pocher beaucoup de cours au cégep. Et d'un ego mal placé de jeune homme, j'ai juste abandonné pour me dire, je vais faire autre chose, c'est pas pour moi l'école. Et c'est là que je me suis lancé dans le fitness. À la base, je m'entraînais déjà depuis longtemps. C'était un domaine qui m'intéressait. Puis quand j'ai lancé le cégep, c'est la seule chose qui me passionnait à ce moment-là, c'était m'entraîner. Fait que j'ai commencé à faire mes formations, à coacher des gens. Puis c'est là que j'ai rapidement compris, OK, je peux lancer un projet dans le fitness plutôt que juste être un coach qui échange son temps pour de l'argent. Fait que très tôt dans l'aventure du fitness, j'ai lancé Projet Physique à cette époque-là, qui était une plateforme en ligne pour coacher les gens à distance. Je me fiais beaucoup à ce que les autres faisaient aux États-Unis et compagnie. Fait que je pense que j'étais un peu avant-gardiste sur l'idée du online, mais c'est Là, vraiment c'était un juste moment où ce que tu comme t'étais au cégep, puis là, tu as fait le party, puis t'es comme, regarde, je m'en vais où, je me dirige où, j'aime l'entraînement, puis là, c'est là que tu as réalisé que exactement.
peux être plus que juste un coach one-on-one, je peux vraiment bâtir de quoi, là. C'était vraiment ça. J'étais vraiment perdu. J'étais vraiment comme, mon Dieu, j'ai toujours eu la seule idée que je finirais le cégep comptabilité gestion puis que j'évoluerais dans je sais pas trop quoi. Puis là, tout d'un coup, j'ai plus nécessairement de repères. La seule chose que je fais en dehors d'être un cuisinier, à ce temps-là, j'étais cuisinier quand j'étais jeune, c'était m'entraîner. Puis là, j'ai fait 1+1. Fait que je me suis endetté pour faire des formations. Puis c'est venu naturellement, même de faire comme, OK, aux États-Unis, eux, ils ne coachent pas nécessairement en personne, ils ont des plateformes en ligne. Fait que j'ai lancé ça très, très tôt moi-même à faire mon propre site web sur WordPress. J'avais 18-19 ans. Puis ça a été un succès quand même. Je veux dire, un succès comme ça l'est quand tu lances une petite PME, ça prend du temps. Mais ça m'a appris beaucoup, beaucoup dans les premières années comme ça à faire tout moi-même. Puis après ça, ben, the rest is history. Puis à l'époque, est-ce que tu avais commencé aussi à faire du contenu? Tu sais, puis là, on se lance sur une plateforme, je veux faire dans le coaching, mais les gens ne te connaissent peut-être pas nécessairement. Tu sais, ça a été quoi un peu ta stratégie? Parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui, par peur, ne veulent pas se mettre de l'avant. Tu sais, à Start, il y a un exemple clé au Québec de se mettre de l'avant, c'est une bonne chose, mais à l'époque, comment était ton thinking un peu de qu'est-ce que je fais pour me faire connaître? Je dirais que c'est une des premières choses que j'ai faites. Puis étonnamment, quand j'ai commencé, tu sais, moi, je viens au secondaire, j'ai fait beaucoup de théâtre. Fait que je pense que j'avais peut-être ce petit côté-là théâtral, justement, qui n'était pas nécessairement gêné devant les caméras. Mais les caméras, pour moi, remontent à quand j'avais 11-12 ans, à faire des niaiseries avec mes frères. Puis comme c'était vraiment juste quelque chose que j'aimais. Puis j'ai rapidement compris qu'avec les réseaux sociaux, on pouvait juste faire des vidéos puis aller parler à une tonne de personnes versus essayer d'aller one-to-one dans des gyms. Fait que je pense juste que c'est un médium que j'ai rapidement compris le potentiel, même là, pratiquement plus que 10 ans, tu sais. Puis j'ai commencé très tôt à faire des vidéos qui... La portée des vidéos à ces époques-là, là, tu faisais une vidéo bien poche puis tu avais 1000 likes. Là, c'est fou à quel point ça a changé avec les années aussi. Mais pour dire quand même que j'ai rapidement compris que d'être out there, de se mettre justement en vidéo, que les gens puissent voir mon potentiel, mes expressions, s'ils m'aiment ou s'ils m'aiment pas à face, mes connaissances, etc., dans un format vidéo qui était pitché de même sur le web. C'était la meilleure option que j'avais pour créer du marketing à faible coût surtout. Puis après ça, j'ai juste jamais arrêté. J'essaie beaucoup de prôner ça même pour les gens, même s'il n'est jamais trop tard au final. Mais je pense vraiment que la chose qui nous différencie dans un monde où tout le monde fait du bruit, ça va quand même toujours être soi-même. Peu importe si 15 vidéos parlent de la même chose, t'es ta personne, t'es unique, tes expressions sont uniques, ta façon de parler. Moi, je suis très québécois dans mes expressions, dans comment que je parle, puis tu sais, je l'embrace, puis c'est pas plus grave que ça. Fait que je pense vraiment que les gens qui hésitent encore à faire du contenu devraient juste pas être gênés, se lancer. Puis tu vas en avoir des vidéos qui font 2 likes puis que tu n'as aucune visibilité. Mais à un moment donné, c'est la constance, puis c'est de continuer. Puis ça finit toujours par percer au final. Ah, exact. Je pense que les gens se trouvent certaines excuses, puis je pense que maintenant, il y a tellement de médiums, puis quand on commence, c'est sûr qu'il n'y aura pas de visibilité, mais c'est Ben cette oui, constance-là, comme tu dis si bien, de, je veux dire, un, deux, trois, puis après ça, on trouve un rythme, puis après ça, la facilité à la mettre de la caméra, ça se crée pas du jour au lendemain. Tu sais, ça se travaille. probablement que quand tu étais tout jeune, les premières vidéos, t'es un peu moins à l'aise. Le plus qu'on attend, c'est plus difficile, mais reste que peu importe la première vidéo, on va avoir de la difficulté un peu de se mettre de l'avant, mais c'est de la faire sur une base régulière, comme tu dis si bien. Exact. Puis je veux dire, oui, ça arrive des fois que je fais des one-timers de nos jours, que je pars la caméra, puis bam, je l'ai d'un coup. Peut-être plus qu'une personne qui ne l'a jamais. Comme ça arrive encore, comme ce matin encore, j'en faisais. Et ça m'a pris 10 prises faire la vidéo parce que je t'ai parlé, je n'étais pas capable de dire ce que j'avais envie de dire. On va jamais se trouver parfait devant la caméra, mais au final, je pense que c'est important de juste le faire, y aller, de tester, de peaufiner. Puis c'est cool quand même, on est rendu dans une société que le parfait est un petit peu moins important qu'il l'était. Avant, on essayait vraiment d'être bien cadré, d'avoir ci, d'avoir ça. Maintenant, on peut prendre notre téléphone puis se lancer, puis that's it. Fait comme, il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui que j'en avais quand, le 10-12 ans, quand je commençais à faire des vidéos. Exact, exact. Fait que là, pour revenir un petit peu dans le bain de l'entrepreneuriat, Sam lance sa business, projet physique, ça qu'on se met de l'avant, ça commence à rouler. Puis là, il arrive à un certain point tournant où est-ce que l'idée de même là, est-ce que ça te titillait depuis un petit bout? Est-ce que tu t'es dit, crime, il n'y a pas vraiment de nootropique tu sais, au Québec, Canada? Ouais. Tu sais, comment est-ce que ça s'est passé un peu cette transition-là aussi?
sais, au final, je pense que j'ai été environ 9 ou 10 ans dans le fitness avec Projet Physique. Puis à travers tout ça, il y a un moment où est-ce que, bon, de plus en plus que la business évoluait, de moins en moins j'étais impliqué. Je restais très impliqué, mais de plus en plus, j'ai juste laissé la place à des coachs encore plus qualifiés que moi de faire la job. Et moi, de mon côté, c'est de la gestion. Puis je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui devait faire plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas nécessairement une qualité. Tu sais, des fois, je me suis vraiment dilué dans beaucoup de choses, mais je pense avoir un esprit créatif pour ça. Puis des fois, ça m'a amené à vouloir faire trop de choses en même temps. Je me suis quand même perdu à travers les années, des fois, à faire beaucoup trop de projets, beaucoup trop d'investissements, beaucoup trop de choses en même temps. Puis là, en étant plus vieux, c'est un peu plus du reverse engineer que je fais. Mais pour dire qu'à ces époques-là, j'ai testé du dropshipping, j'ai testé du Amazon, j'ai testé plein d'autres sortes de business. J'ai même fait du mentorat pour des gens à travers les réseaux sociaux. Comme j'ai fait beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis rendu à un moment où est-ce que le fitness commençait à me lasser un peu. Je commençais à trouver ça un petit peu plus redondant, un petit peu moins dans ce que je voulais faire. Et je consommais des nootropics pour être plus concentré pour tout ce que je faisais au quotidien. Mais à ce moment-là, je devais les importer des États-Unis parce qu'il n'y avait absolument rien ici. J'avais trouvé un produit que j'aimais là-bas, je l'importais, je payais des frais de douane de fou, mais j'étais tellement concentré dans mes journées de travail que j'étais comme, mon Dieu, ce produit-là, je pense pas que je pourrais m'en passer. Je ne buvais plus de café, rien d'autre, c'était vraiment juste ce produit-là. Et à un moment donné, je me suis dit, il doit bien avoir un produit semblable au Canada et il n'y avait absolument rien. Je me suis dit, là, il y a une grosse, grosse opportunité. J'avais un peu d'expérience dans la création de suppléments à travers justement le fitness. Je m'étais lancé comme une petite ligne sur le côté pour vendre à mes clients, pour faire un peu plus de profit aussi. Donc, on s'est juste lancé les yeux fermés là-dedans avec un partenaire de dire, on va créer un produit juste des nootropics. C'est vraiment juste un produit pour la concentration, l'énergie, la bonne humeur, la clarté mentale. Puis on a fait formuler ça, ça nous a coûté quand même un petit peu de sous. Puis MindBlow est né techniquement en 2021. Là, on parle vraiment le supplément en poudre. Puis ça a quand même été un bon succès assez rapide. Les gens voyaient les effets, on avait des bons reviews, on a monté un listing assez intéressant sur Amazon, mais à la base, MindBlow, c'était un side project. C'était vraiment Tu comme encore impliqué dans un projet physique, puis ça te travaillait en même temps. C'était juste un produit de plus à ma ligne de suppléments à la base, parce qu'avant, j'avais PerMind Lab, qui était ma compagnie de suppléments, puis j'avais ce produit-là qui était un des 12 produits qu'on avait disponibles à l'intérieur. Et avec les années, plein d'affaires qui sont arrivées, évidemment. Mes enfants qui sont venus au monde, le fitness qui m'a vraiment lassé à 100%. J'ai vendu techniquement Projet Physique à perte juste parce que j'étais vraiment plus capable. Et là, je me suis dit, OK, ce qui me passionne, ce que j'aime, ce que je vois le potentiel, ce que les ventes me dictent aussi, c'est que MindBlow, c'est un produit qui fonctionne vraiment bien. Fait que let's go, je me lance à 100% là-dedans. Et là est venue l'opportunité avec des gens d'investir pour créer la version prête à boire. Et en 2022, mettons début 2023, on lance la première version qui était le prêt à boire MindBlow. Et après ça, je me suis vraiment mis à 200% dans cette compagnie-là. Fait que c'est un gros shift de carrière entre compagnie de service, compagnie en ligne, compagnie très, très peu de dépenses, à là partir à quelque chose que j'avais vraiment aucune idée dans quoi je me lançais. Mais je peux pas te dire que je suis déçu d'avoir fait. Puis c'est cool aussi ton parcours dans le sens que c'est un peu les trois sphères. Ce que je veux dire, c'est que tu as la sphère de l'entraîneur, le coaching de ce côté-là. Souvent, l'entraîneur, là, tu avais même, à ma mémoire, style gym privé aussi. Ouais, exact. On est toujours un peu titillé. Entraîneur, je veux ma ligne de supplément aussi. Fait que tu as eu ça aussi. Puis même la version canette. Fait que au travers de tout ça, c'est peut-être une grosse question, mais comme qu'est-ce que tu as trouvé un peu plus challengeant dans la transition vers plus l'aspect supplément que le service? Je te dirais qu'en premier lieu, je te dirais c'est l'identité, dans le sens où pendant des années, tu te reflètes comme étant une certaine personne, comme étant quelqu'un qui fait du service, qui fait du coaching. Je t'ai vu comme Sam B Fitness, le gars de fitness, tu sais. Fait que les dernières années, on dirait que j'étais vraiment tanné d'être ce personnage-là, d'être comme obligé de parler tout le temps de fitness. Quand, je suis encore passionné par ce milieu-là, je m'entraîne encore, mais je me sentais comme si j'étais un peu un imposteur à la fin. Donc, j'étais tanné de parler de ça. Et là, tout d'un coup, tu te ramasses à lancer un projet pendant 10 ans de ta vie, à pratiquement l'abandonner, qui est un petit peu ça la réalité, que j'ai juste vendu à perte juste pour passer à autre chose mentalement. Et là, tu te mets à te mettre à 200% dans un autre projet qui
qui change complètement ta personnalité aussi. Parce que mon style de contenu a changé. Autant que je suis devenu plus axé sur parler de boissons énergisantes que aussi de faire du contenu plus Sam, parler de ma famille, parler de mes erreurs du passé, parler, tu sais, c'est un peu là qu'est né le podcast, qu'on en parlera après si tu veux, mais veux pas d'arrêter de parler de fitness pour complètement revenir dans qui est Sam vraiment? Qu'est-ce que Sam aime? Qu'est-ce que Sam donne comme opinion au quotidien? À quelle sorte de sujet? Ça a beaucoup redessiné qui j'étais et ça a été un petit shift un peu bizarre, un peu quand même de questionnement de comme, OK, ça fait 10 ans que je parle d'entraînement puis de comment faire tes crunchs puis tes ci puis tes ça. Puis là, tout d'un coup, je me mets à être capable de faire du contenu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre. Fait que c'est comme un soulagement, mais en même temps, un redesign de ta personnalité. Fait que c'est ce qui a été le plus challengeant. Après ça, on peut parler, oui, évidemment, comme j'ai dit tantôt, les dépenses. On passe d'une compagnie qui est très lean à une compagnie qui est très, très difficile sur le cash flow, beaucoup d'investissements, beaucoup de stress, beaucoup de temps d'attente, beaucoup plus de personnes impliquées dans tout ça aussi, versus avant où je pouvais être chez nous avec mes écouteurs, à être sur mon ordinateur, puis c'est tout. Fait que c'est un gros, gros chiffre qui a été quand même assez complexe, mais qu'encore une fois, je peux pas te dire que je suis déçu de l'avoir fait. Parce que je me suis rendu à un certain niveau, je me suis écœuré, et il devait y avoir un shift. Parce que sinon, encore aujourd'hui, je serais peut-être dans cette espèce de petit malheur-là, des fois, qu'à un moment donné, on crée nous-mêmes, que je veux dire, toutes les personnes ont un emploi ou une business ou quelque chose, mais à un moment donné, je pense que si tu fais pas ce que tu aimes au quotidien, ça va transparaître sur tes relations, sur la famille, sur whatever. Fait que j'ai pris une décision pour rester le Sam en effervescence qu'il est tous les jours, tu sais. Puis tu considères-tu que, parce que là, tu avais introduit MindBlow à une ligne de suppléments existante, là, tu as vu la popularité, mais est-ce que tu crois que tu aurais fait le même saut si tu t'es dit, gars, je suis complètement blasé de l'entraînement, je switch de 100% à me lancer dans MindBlow. Je ne sais pas si ça va marcher parce que là, on avait déjà une petite étude de marché. Considères-tu que tu l'aurais fait quand même ou tu attribues une partie du succès à avoir intégré ça, tu sais, au cours de ton parcours? Je pense quand même, je veux pas que justement de l'avoir testé, d'avoir vu la réponse des gens, ça m'a donné le goût de continuer. Je suis quand même quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans la vie, mais des risques comme ça de tout lâcher pour relancer de quoi de A à Z sans aucune étude de marché. Je veux dire, je suis pas le gars le plus structuré ever avec des datas à gauche, à droite, mais c'était vraiment juste comme pur et simple que, OK, on a une petite mine d'or sous les pieds. Je suis un bon consommateur de mon propre produit, je sais qu'il fonctionne, les gens l'aiment, les reviews sont là, le reorder est là aussi, il y a un potentiel versus les 12 autres produits qu'on dirait qu'ils étaient juste comme de base là pour vendre à mes clients de fitness. Il n'y avait pas une réelle demande dans ce qu'on faisait dans le reste versus ce produit-là qui shinait tellement comparativement au reste. Fait que c'est une bonne question. Est-ce que j'aurais fait le saut sans ça? Je ne peux pas te le dire, on ne l'a pas fait. Mais la réalité, c'est que je suis très content d'avoir fait ce petit test-là quand même pour avoir limité un peu les risques. Parce que je veux pas, on a investi des centaines de milliers de dollars par la suite pour lancer tout ça. Fait que c'est quand même le fun d'avoir pu tester avant de prendre des risques comme ça. Non, ça, je pense que c'est une très belle réponse aussi. Puis ça m'amène un peu souvent, là, je veux vraiment qu'on aille dans l'envers de la médaille de MindBlow. Les gens voient le succès que c'est. Tu as été, encore une fois, très transparent sur les mauvais coups qu'il y a eu, Ouais. mais qu'est-ce qui, tu sais, le switch, qu'est-ce qui a été un peu, comment dire, quelque chose qui t'a surpris ou que tu t'attendais pas à faire le switch dans le monde des suppléments. Parce que souvent, tu sais, oui, il faut créer le supplément, mais il y a toute qu'une patente en arrière de ça, les réglementations, à trouver les formulations, les investisseurs. Qu'est-ce que tu trouvais un peu plus challengeant de ce côté-là? Je pense, comme je te disais, c'est vraiment d'avoir dû travailler avec autant de personnes différentes. Puis c'est là qu'on se rend compte souvent que quand c'est pas des gens à l'interne ou autre, l'urgence n'est pas nécessairement là. Donc, tu es beaucoup pris avec les turnaround time de ces gens-là. Donc, tu demandes quelque chose pour demain et tu vas l'avoir la semaine prochaine. Fait qu'il y a beaucoup de patience à avoir, surtout quand tu vas avec des fonctionnaires, avec Santé Canada et compagnie et autres. Je veux dire, tu veux avoir ton approbation en dedans d'un mois, mais nous, on l'a eu en dedans d'un an. Fait que c'est très, très long et c'est très impatient, justement, de pouvoir passer à l'action au Canada des fois, de se dire, OK, ben comme, tu sais, j'ai une bonne idée, j'ai une formule, est good, selon ce qu'on a vu, ça respecte l'ensemble des choses chez vous,
Mais après, tu dois quand même attendre après des OK, après des papiers, après des choses pour pouvoir te lancer réellement. Fait que c'est ça qui était le plus difficile, je te dirais. C'est l'impatience de se lancer et c'est des erreurs qu'on a faites. On a été trop vite certaines choses, qu'on a eu des rappels. On a été trop vite qu'on a eu finalement, votre nom n'est pas accepté. Donc, il a fallu modifier le nom parce qu'avant MindBlow, c'était pas le nom. On a dû le changer en cours de route aussi. Fait que c'est toutes des choses comme ça que quand tu es un entrepreneur, que tu es passionné, que tu es créatif, tu vas quand même mettre des bâtons dans les roues quand tu crées des produits qui sont plutôt produits physiques. C'est un service, c'est pas trop difficile. Là. Tu respectes les règles d'ATIT. Quand tu crées un produit, il y a beaucoup d'autres intermédiaires qui doivent donner leur petit système d'approval pour le faire. Fait que ça, c'est difficile. Puis après ça, ben l'approval pour faire le produit, ça, c'est un. Là, tu as le produit, tu as investi, tu es à moins 100 000. Après ça, l'introduction à des magasins, à dealer avec une hiérarchie, à dealer avec des gens plus âgés que toi qui ne sont pas nécessairement intéressés par ton type de produit, des gens qui pensent juste aux chiffres, qui ne voient rien de la qualité ou d'autres choses. Fait que ça, c'est un autre challenge. C'est comment est-ce que je peux aller voir un bonhomme de 65 ans chez Sobase qui est peut-être OK, tu sais, qui c'est pas du tout son type de produit, puis qu'on n'a pas encore aucun chiffre à lui montrer. Comment est-ce qu'on peut l'impressionner ou autre? Il n'y a pas mille et une réponses à ça non plus. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui, encore aujourd'hui, est un challenge, mais que là, on est rendu un petit peu plus bien entouré. On a des bons employés, on a des bons consultants qui travaillent avec nous autres aussi. Fait qu'on est en train vraiment de shifter tout ça chez MindBlow. Là, une grosse partie, tu sais, on a parlé justement des centaines de milliers d'investis, mais tu sais, est-ce qu'une des parties, c'est aussi de trouver des bons partenaires, des bons investisseurs? Est-ce qu'on va, tu sais, prendre des prêts un peu partout? Tu sais, ça a été quoi un petit peu ton approche aussi? Parce que je veux pas, n'importe qui veut se lancer dans un produit physique va avoir besoin de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers, comme tu as dit, juste pour avoir un produit qui existe et que tu n'as rien vendu. Tu vas en avoir mis déjà énormément de sous. Tu n'as pas le choix. Je pense vraiment que l'avantage que j'avais d'avoir travaillé dans le passé, d'avoir eu des business et autres, on avait un certain capital qu'on avait amassé aussi. Même chose pour les partenaires avec qui j'ai été à ce moment-là. Donc, tu sais, je vais dire l'expression skin in the game. Quand tu te lances justement en affaires comme ça puis que tu as la possibilité de pouvoir t'autofinancer, ça aide énormément. C'est sûr qu'on est allé chercher du financement privé on the side pour s'aider un petit peu avec des plus grosses productions et compagnie. La réalité vraiment, c'est que oui, c'est le genre de business qu'il te faut du capital pour lancer versus le service ou du dropshipping ou du Amazon ou du... Souvent, tu peux potentiellement te lancer avec pratiquement aucun investissement versus une compagnie comme ça où est-ce que jour 1, il faut que tu trouves les fonds. Tu n'as même pas encore justement vendu une seule canette, tu as besoin de trouver des fonds. Une erreur qu'on a fait, nous, c'est certain, ça a été d'aller encore une fois trop vite. Ça revient un petit peu à mon impatience de tantôt. Il y a quand même beaucoup de programmes au Québec, au Canada, qu'on peut utiliser, des subventions, des financements et autres, qui peuvent être super intéressants pour des gens qui se lancent en affaires dans des, surtout secteur agroalimentaire aussi. Il y a des choses à aller chercher, à faire ses devoirs, à faire son plan d'affaires, puis aller voir ce que nous, on n'a pas fait du tout. Donc, au final, on a dû, comme je l'ai dit, s'autofinancer, mettre skin in the game et aller chercher du privé à des pourcentages beaucoup plus hauts aussi. Donc, c'est quand même peut-être une petite étude à faire pour les gens qui souhaiteraient se lancer dans un produit physique. Allez voir ce que le gouvernement, je sais qu'on chiale tous les jours sur le gouvernement, mais ils ont quand même des programmes pour les business, des fois même pour les gens un petit peu plus jeunes, il y a des programmes pour la relève, pour autre chose aussi. Vos villes aussi, il y a des programmes, des subventions selon où est-ce que votre manufacture ou entrepôt est mis aussi. Fait qu'il y a quand même des choses que nous, on aurait dû faire pour se lancer. C'est pas ce qu'on a fait, puis on est encore en vie, fait que tant mieux. La réalité, quand même, c'est ça qui est le plus dur au départ, c'est vraiment de se trouver du financement. Fait que je te dirais que nous, on a été créatifs, un mix de financement personnel avec du financement privé, mais je recommande vraiment aux gens de faire leur devoir avec le gouvernement pour soit des subventions ou des prêts. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ce que nous, on a passé à travers. C'est ça, je pense que le but d'être entrepreneur aussi, c'est d'être créatif, de trouver des solutions, puis de ne pas avoir peur, des fois de demander conseil, demander de l'aide, où est-ce qu'on peut trouver du financement, parce que des fois de juste écrire sur Google ou notre ami ChatGPT, ça peut être difficile, mais si on est capable d'avoir des ressources externes, je pense que ça peut être un beau plus aussi. Puis un point que je suis toujours curieux qu'on n'a pas discuté de MindBlow, qui est techniquement comme un produit qui a été nouveau sur le marché. Fait que comment est-ce qu'on approche la réglementation sur un produit qui n'existe pas? Comment est-ce qu'on met en place ça, de ce côté-là en plus? Techniquement, je veux dire, quand on va dans la gamme supplément, ben, eux ont certains
critères qu'ils vont te mettre selon, mettons, grade 1, grade 2, grade 3, whatever. Nous, on était comme le plus haut qui, je pense, et le 1, là, si je dis pas n'importe quoi, c'est ce qui a fait que ça a pris 1 an d'approbation, dans le fond, pour avoir un accès à notre NPN directement là. Par la suite, pour lancer une canette, ben là, c'est qu'on était vraiment comme entre deux. On était entre un aliment puis entre un supplément. Avec là, on se ramassait avec un aliment supplémenté qui était encore un peu, je vais dire, zone grise dans le sens où la réglementation était là, mais pas là à 100%. Des compagnies américaines pouvaient venir puis avoir comme un petit étampe temporaire pour dire qu'eux pouvaient vendre ici. Fait qu'eux, ils n'avaient pas la bonne recette vraiment légale. Fait que si tu te basais sur eux, tu étais dans l'erreur ici, c'était un produit canadien. Fait que nous, c'est un peu ce qu'on a fait malheureusement, c'est qu'on s'est basé sur un consultant Santé Canada qui était spécialisé pour les suppléments. Il nous a dit, tu peux faire ta canette en version supplément, la même version, ce qui était totalement faux. Fait qu'après avoir investi des sommes de malade mental, après avoir rentré dans 400-500 points de vente, on a eu un rappel à Santé Canada. On a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de points de vente. Comme c'était assez dommageable pour la business en 2023, je te dirais. Mais la réalité, au final, c'est que tu es un petit peu toujours à la merci des autorités comme ça, un peu plus hautes. Fait que, par exemple, Santé Canada. Donc, eux, demain, pourraient décider qu'ils font un changement d'un règlement, puis tu devrais comply. Ils vont te donner comme un temps de grâce, là. Mais techniquement, c'est eux qui prennent les décisions. Puis un aliment ou un supplément qui était interdit au moment de ta mise en canne peut devenir légal par la suite. Fait qu'un autre compétiteur peut arriver. Puis c'est très, très plate, on va le dire aussi simplement que ça, la façon de gérer avec Santé Canada. On se ramasse avec un produit qui est premium, qui est nouveau, qui est peu connu, mais qu'il faut quand même qu'on respecte là, un petit peu leur manque de connaissances à eux de leur côté, versus si tu regardes les voisins USA et autres qui sont à des allées-lumière de la connaissance sur justement des produits comme ça. Fait on a écouté les consignes, on a lancé des versions légales, on a eu toutes nos approbations, etc. Et là, maintenant, ben, c'est de faire comprendre à la clientèle aussi pourquoi est-ce qu'on est différent, pourquoi est-ce qu'on est supérieur, pourquoi est-ce qu'on est premium versus d'autres. Fait on essaie quand même de se présenter comme étant le même produit, comme étant une boisson énergisante ou tu fais ta boisson énergisante en version supplément. C'est un peu comme ça qu'on se présente. Fait qu'on veut être comparé aux grands joueurs pour être mis comme étant plus efficace aussi. Parce que si on lance vraiment notre propre marketing de comme on est de quoi de nouveau, là, on n'est plus une boisson énergisante, on est, je sais pas, là, une boisson pour la concentration. Mettons qu'on est vraiment dans un autre terme. Ça peut réussir aussi, puis ça peut être un avantage. Comme des fois, la compétition peut aussi te donner cette petite vague de marketing-là qui est comme, OK, je comprends qu'est-ce que c'est. Maintenant, je suis plus ouvert à comprendre pourquoi c'est supérieur. Donc, ça donne plus de paires de yeux et de paires d'oreilles vers nous autres pour expliquer pourquoi MindBlue est supérieur à la compétition. Ben, je pense que c'est une belle façon de l'approcher, là, parce que des fois, les gens peuvent se demander le pourquoi du comment sans connaître les ingrédients. Exact. Mais il y a une raison, en arrière de tout ça. Puis là, on a parlé MindBlue 2021, fait que là, on a comme déjà notre 5 ans de fête. Est-ce qu'on a une vision, objectif pour le prochain 5 ans aussi? On est sa 5e année qui commence dans le fond en ce moment. Fait que je veux dire, on est quand même assez satisfait, premièrement, de la hausse de chiffre d'affaires, je dis mensuel, mais c'est annuel. Ça se passe quand même très, très bien. Là, en ce moment, l'objectif vraiment pour 2026, si je commence par 1 an, c'est vraiment une forte croissance au niveau de la distribution. De vraiment être encore plus disponible en magasin. Moi, étant un gars d'expérience de e-commerce, ben, mon but vraiment, c'est de faire encore plus exploser les ventes en ligne. On a fait à peu près 3-4 fois le chiffre d'affaires l'année passée de l'année précédente, juste en raison du en ligne. Fait que le but, c'est de garder quand même un momentum aussi fort. Je pense qu'on est très fort sur le type de marketing qu'on fait, sur autant l'organique que le payant aussi. On a une belle équipe reliée à ça aussi. Fait que pour le prochain 5 ans, c'est sûr que je vise énormément. On va être conservateur en disant l'Amérique au complet, là, je te dirais, avant qu'on aille, mettons, ailleurs dans le monde. Le but, c'est vraiment là, Canada, États-Unis, Mexique, je veux dire, classique un petit peu Amérique pour qu'est-ce qui est de nos boissons. Supplément, mon but, c'est bon, oui, le retail, c'est important, mais on est surtout une compagnie qui est axée sur le en ligne pour qu'est-ce qui est du supplément. Fait que c'est de continuer vraiment à faire nos marques là-dessus puis d'avoir un chiffre d'affaires extraordinaire pour qu'est-ce qui est du supplément. C'est ce qui est cool d'avoir comme ça un peu 2 produits qui est un peu la même chose, mais en 2 façons de le consommer différents. Un aide l'autre techniquement. Fait qu'autant dans le marketing, à un moment donné, d'être beaucoup disponible dans le magasin, c'est son propre marketing aussi. Mais en même temps, les marges qu'on peut aller chercher en étant un peu plus en ligne aident beaucoup le cash flow et les investissements qu'on a à faire pour le retail des compagnies. Fait que c'est très
c'est très synergique tout ça, mais c'est vraiment super intéressant de pouvoir faire grandir 2 lignes en même temps. Fait que, on a la canette qui évolue, nouvelle saveur, etc. Le supplément, ben, c'est un peu la même chose, mais d'un autre côté, on va quand même des fois les clients qui aiment les deux, mais on a des clients qui sont vraiment comme un ou l'autre aussi. Fait qu'on est capable de faire évoluer comme 2 départements, je le dirais, dans le business comme ça. Tu l'as bien résumé, c'est une belle synergie de, des fois, quelqu'un peut essayer la canette, fait après ça permettre de découvrir le produit, Exact. et vice-versa. Fait que, ça, je trouve ça que c'est vraiment cool. Puis, Sam, j'aime ça être court et efficace dans les épisodes. Puis une chose que j'aime bien conclure, c'est vraiment si quelqu'un aurait, un point à retenir un peu de l'épisode d'aujourd'hui, que ce soit au point de vue personnel ou entrepreneurial, c'est une petite idée, là, lance-moi, puis sinon on va s'échanger là-dessus. 100%. Je pense que dans tous les cas, les gens doivent comprendre que l'authenticité et la transparence est vraiment maître en ce moment. Je pense qu'on aime beaucoup suivre le behind the scene des compagnies, le behind the scene de l'entrepreneur, mais des fois, c'est vraiment le behind the scene de l'équipe aussi. Fait que je pense que les compagnies doivent arrêter de vouloir juste tout le temps peaufiner, essayer d'être parfait. Je veux dire, c'est une stratégie en soi, mais je pense qu'en ce moment, on s'attache beaucoup à des compagnies et des êtres humains, surtout qui sont derrière la compagnie. Fait que de parler de tes erreurs, tes problèmes, tes bons coups, une commande que tu as complètement foirée, un client qui t'a dévalisé, tout ce que tu as réussi à faire et à moins bien faire, c'est quelque chose qui est comme un storytelling que les gens trouvent vraiment intéressant et qui rattache un petit peu plus les clients. Parce qu'encore une fois, je réinvente pas la roue. Là. Oui, je me veux plus supérieur, plus performant que toutes les autres boissons énergisantes sur le marché présentement, mais veux pas, je suis une boisson énergisante. Donc, comment est-ce que je peux vraiment me différencier? Mais je l'ai dit tantôt, tu as beau avoir 15 vidéos la même chose, toutes des personnes différentes, tu as ta personnalité. Fait que d'aller chercher de la personnalité dans votre business, je pense que c'est vraiment super important. Et le vidéo, pour moi, va toujours être quelque chose qui est un bon médium. Fait que, comme tu le fais aujourd'hui en podcast comme ça, comme je le fais tous les jours, moi aussi en podcast ou à travers des vidéos, je pense que de montrer nos envers, montrer qui on est, montrer notre personnalité, montrer nos bons coups comme nos mauvais coups, c'est vraiment une énorme force en 2026 puis les années qui vont suivre aussi. Je pense que c'est ce qui fait la différence dans notre business versus tous les autres compétiteurs qu'on peut avoir. Fait que de ne pas avoir peur de le faire, puis peu importe qu'est-ce que tu es, que tu sois avocat, que tu sois conseiller financier, que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, il y a des choses que tu peux aller chercher là-dedans dans ta création de contenu pour vraiment, vraiment te mettre un petit peu plus comme, je sais pas, différent du reste de la société autour de toi. Fait que de ne pas avoir peur de se mouiller, d'être authentique, d'être transparent, moi, c'est mon créneau que je fais à tous les jours puis que je compte continuer à faire en 2026. Non, mais j'adore ça, Sam. Moi, je suis un très grand faveur aussi du contenu, puis tu es un très bel exemple avec le podcast pas ordinaire. Là, on n'a pas parlé aussi de ce côté-là, mais allez voir ça aussi, podcast pas ordinaire. Tout ce qui est niveau réseau, les TikTok live aussi de ce côté-là, je pense Ouais. que c'est. Moi, ce que je répète tout le temps, c'est gratuit dans le sens, que je veux dire, de faire beaucoup de contenu sur TikTok, de faire des reels, faire des vidéos. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure publicité qu'on peut faire. Puis c'est juste de se mettre de l'avant, comme tu dis si bien aussi. Fait que, tu sais, quoi de mieux que montrer son day-to-day sur des plateformes qui nous permettent de le faire gratuitement, dépendamment du niveau. Mais je pense que c'est un très bel outil pour tous et qu'on doit toujours pousser des aides le plus possible de ce côté-là. 100%. Puis tu sais jamais quand d'un jour tu vas te réveiller et que ta vidéo va être. Tu sais, c'est plate à dire parce que ça reste du jargon, on dirait de jeune ou whatever, mais quand ta vidéo va être virale ou quelque chose, je veux dire, il y a un moment donné où est-ce que tu mets du temps pour faire des vidéos, même si ta vidéo te prend 1 minute à tourner sans sous-titres, sans rien, tu as quand même mis ce temps-là, puis tu t'es quand même mis out there, puis tu t'es quand même mis vulnérable par rapport à ce que tu as fait, que tu sais pas comment tu étais dépeigné. Tu sais, il y a quelque chose, il y a une vulnérabilité qu'il faut qu'on soit à l'aise à avoir pour se mettre de l'avant sur les réseaux. Tu n'as pas besoin de montrer tes enfants, puis où est-ce que tu habites, puis tes voyages. Puis tu peux être très conservateur, mais être vulnérable sur les réseaux. Mais l'avantage énorme que ça donne sur ta compétition qui, eux, ne le font pas, c'est indéniable, c'est sûr. Donc, je te remercie encore 1000 fois, Sam, pour ta participation. C'est super apprécié. Puis merci encore à tous pour votre écoute. Puis on se voit dans un prochain épisode. That's it. Bye tout le monde.